merci beaucoup pour cette introduction et un grand merci pour l'invitation dont j'ai bénéficié à présenter quelques idées sur le nouvel ordre monétaire ici. J'étais extrêmement honoré quand j'ai reçu l'appel du professeur Cheminade, quand nous nous sommes rencontrés, quand nous avons préparé avec Karel cette session qui est tout à fait passionnante, comme ce que nous venons d'entendre l'a démontré. Je vous prie aussi de m'excuser pour la brièveté de mon passage ici et comme cela vient d'être dit, je serai heureux naturellement de prendre des questions immédiatement après mon intervention. Je vais essayer de me cantonner aux 15 minutes et peut-être même moins qui ont été imparties, ce qui nous permettra, avant le 15h30 fatidique auquel je devrais vous quitter, avec regret, prendre quelques questions. Je suis sûr que mon discours ne sera pas suffisamment clair pour éviter que des questions soient posées. Et les sujets sont complexes. C'est très intéressant d'entendre le dernier mot du précédent orateur à propos des pays où la police ressemble de plus en plus à l'armée, parce que, effectivement, dans le monde multipolaire dans lequel nous sommes entrés, il y a aussi des évolutions différentes, ce qui prouve à quel point nous sommes dans un monde multipolaire et ce qui prouve à quel point l'espoir vient parfois de lieux où on ne l'attendait pas, puisque je peux dire à M. Pluvinage que tout le travail qui se passe actuellement en Chine, c'est précisément de dissocier de façon théorique, pratique et systématique les rôles de pur maintien de l'ordre de la police et celui de défense qui est dévolu à l'armée. Donc, bien sûr, il y a encore des événements qui sont tabous, ceux qui se sont passés très précisément il y a 26 ans, on n'en parle pas trop, mais ils ont été aussi un début de chemin pour faire évoluer la société, et donc tout n'est pas aussi noir que ce que nous venons d'entendre. Ça n'a absolument rien à voir avec le sujet dont je vais vous parler, qui est celui de l'esquisse d'un possible nouvel ordre monétaire. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup depuis un peu moins de 10 ans, parce que c'est il y a un peu moins de 10 ans que la Chine est entrée dans l'esquisse de ce nouvel ordre monétaire. Mon propos ne sera pas conclusif. Il n'y a pas de conclusion aujourd'hui aux nouvelles pistes que l'on peut observer, aux observations que l'on peut faire sur ce qui est en train de se passer. Et mon propos est simplement d'illustrer pourquoi ce nouvel ordre monétaire pourrait venir des BRICS, ou sinon des BRICS, en tout cas de l'un des BRICS, bien sûr le C, la Chine, qui, pas forcément de façon autoritaire ou, je dirais, en sponsor de ce nouvel ordre, pourrait faire évoluer les choses. Et très simplement, je rappellerai à travers l'histoire monétaire quelques éléments très simples. Pourquoi la Chine en arrive aujourd'hui à ce moment de sa réflexion monétaire? Quels sont les éléments qui nous permettent d'identifier les directions que pourrait prendre la Chine et quelles directions elle pourrait donner au nouvel ordre monétaire? Et puis, quelles sont les possibilités qui s'offrent à ce nouvel ordre monétaire? Quand on parle de la Chine et quand on parle d'un certain nombre des pays de grande culture qui ont été évoqués par M. Pluvinage, comme en France, comme en Allemagne probablement, ce qui est très important, c'est l'histoire, non seulement la connaissance de l'histoire, mais surtout l'étude de l'histoire. Et quand on est dans un pays qui, quoi qu'on dise, a un pan de sa culture qui est une culture marxiste, donc aussi d'une certaine façon héritière d'une pensée allemande dans laquelle l'histoire a joué un grand rôle au XIXe siècle, l'histoire est quelque chose qui est fondateur pour réfléchir ce que l'on doit faire et ce qui va arriver. Les deux éléments principaux de l'histoire monétaire qui sont dans l'esprit des dirigeants chinois aujourd'hui, mais aussi des économistes et des experts qui travaillent sur la monnaie, ce sont ceux qui se sont passés principalement au XIXe et au XXe siècle. Au XIXe siècle, en Extrême-Orient, et en particulier en Chine, et au XXe siècle, aussi en Extrême-Orient, mais plutôt au Japon.
Et tout ça va façonner un peu la méfiance chinoise vis-à-vis de l'ordre monétaire. Donc cette méfiance n'a rien à voir avec ce qui s'est passé depuis 1989, ce qui peut se passer en Chine aujourd'hui, la contestation éventuellement de l'ordre géopolitique par la Chine, ça n'a rien à voir parce que ça remonte à très loin. La Chine fait partie des pays qui a été, dans sa représentation du monde, flouée par le choix malencontreux qu'elle avait fait au XIXe siècle de ne pas fonder son économie sur le bimétallisme, mais sur un seul métal qui était l'argent. Et alors que la Chine était dans une voie, non pas de prospérité, parce qu'au début du XIXe siècle, elle a commencé à être colonisée et exploitée par les pays occidentaux dans sa lecture de l'histoire, au moment où effectivement un semblant de richesse pouvait se manifester, la baisse du prix de l'argent, qui était donc une baisse complètement exogène, c'est ça qui est important, une baisse qui était déterminée par des facteurs qui n'étaient pas du tout chinois, qui dépendaient de l'extérieur, a fait que la Chine s'est appauvrie et est entrée dans une période où elle a été asservie, ce qui a conduit naturellement aux différentes révolutions, ce qui a conduit naturellement à la mise en pièces de l'Empire chinois et l'entrée d'un certain nombre de puissances coloniales, incluant le Japon. Et ça reste dans, non pas l'inconscient, mais le conscient chinois, quelque chose de très fort. On ne doit pas accepter la perte de souveraineté monétaire. Incidemment, c'est aussi incarné dans une autre Chine, qui est de l'autre côté du détroit. L'un des deux éléments qui incarne, dans l'esprit en tout cas, des dirigeants de Taïwan, la souveraineté, ou ce qui reste de souveraineté à Taïwan, c'est la Banque centrale, qui a longtemps détenu énormément de réserves. La Banque centrale à Taïwan démontre, d'une certaine façon, qu'il y a un reste de souveraineté à Taïwan. Donc, le monétaire et le souverain, c'est très important dans l'esprit chinois. L'autre élément historique qui a fortement marqué les esprits chinois, c'est ce qui s'est passé avec le Japon. Bien sûr, le Japon, c'est le modèle, c'est l'ennemi, c'est le sparring partner, mais ce n'est pas forcément quelqu'un que l'on souhaite imiter. Et la meilleure preuve de ça, c'est que pour la Chine, la fin de l'émergence du Japon date des accords du Plaza en 1985. Là où l'Allemagne se tire with flying colors des accords du Plaza, puisqu'on demande aux deux devises de se réévaluer, le Deutschmark et le yen japonais. Le Deutschmark va entrer dans une lente procession de réévaluation, mais ne va pas accepter des réévaluations brutales. Le yen, en revanche, un peu aussi du fait de la fierté japonaise qui dit « nous pouvons supporter une parité non plus de 360, mais de 200, 280, parce que notre productivité peut encore augmenter », le Japon accepte. Et en 6 mois, voit sa devise se réévaluer de 50%, et puis on arrive à ces sommets en quelques années, où au bout de 10 ou 12 ans, de 360, le yen passe à 80 yens pour $1. Bien sûr, on est revenu à d'autres parités aujourd'hui, mais pour la lecture chinoise, cet événement, c'est la perte de souveraineté monétaire du Japon, dans un moment où on a voulu, soi-disant, internationaliser le yen. Et le mot est très important parce que les Chinois pensent que le yen a été internationalisé. Les personnes qui ont travaillé sur les marchés financiers savent que l'internationalisation du yen a été très limitée. Mais en tout cas, c'est très marquant pour la Chine. Il y a un troisième élément monétaire pour la Chine qui est marquant, c'est celui de la très forte dévaluation et de la très forte inflation des 4 années qui se situent entre 1945 et 1949, que la Chine populaire interprète comme l'une des raisons de la chute du régime de Chiang Kai-shek. Non seulement la corruption, bien sûr, mais aussi le manque de maîtrise sur l'ordre économique et l'ordre monétaire. Donc, tout ceci étant observé, la Chine, entrant dans le monde moderne, est obligée d'accepter, entre 1979 et on va dire 2007 ou 2008, les règles. Même si elle ne les aime pas, elle a autre chose à faire. Et donc, on ne va pas parler de questions monétaires. Et c'est toute cette période pendant laquelle, après l'entrée de la Chine dans l'OMC, elle va accumuler des réserves et elle va être très riche en dollars. Ce qui veut bien dire que pour elle, le dollar, donc l'ordre monétaire, veut dire quelque chose. Mais la crise de 2008-2009 arrive et il se passe un moment de bascule où, riche comme elle est, la Chine risque d'entrer dans une sorte de coopération dont elle se rend compte qu'elle peut être aussi un asservissement et une perte de souveraineté. En d'autres termes, vous êtes riche, vous venez à Londres au G20,
Gordon Brown et Nicolas Sarkozy vous disent qu'il faut peut-être faire quelque chose pour aider l'ordre mondial. Vous mettez un doigt dans le système, vous ne savez pas comment ça va finir. Et immédiatement, il y a un réflexe de recul. Et commence une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire avec une devise dont on ne veut absolument pas perdre la souveraineté, en d'autres termes, dont on ne veut pas probablement qu'elle accepte cet ordre post-Bretton Woods, où finalement les taux de change sont flottants, où tout le monde peut posséder la devise de n'importe qui, et qui peut conduire à une perte de souveraineté. Comment inventer un nouveau système? Et en fait, très simplement, ce qu'essaie de faire la Chine à travers différentes étapes, que je vais rapidement décrire, c'est une internationalisation sans nécessairement mise en place d'une convertibilité. Et on décide qu'une devise peut circuler dans le monde, dans des pays que l'on aura peut-être délimités, pour des montants que l'on aura délimités, à travers des accords de swap, qui ne pourront pas faire autant entrer cette devise dans une espèce de magma mondial où tout circule. Et je rappelle donc, à titre d'illustration, que le yuan chinois, désormais, est la 7e monnaie d'échange commerciaux, non pas capitalistiques. Donc c'est une part importante, même si, bien sûr, c'est disproportionné par rapport à la place de la Chine dans le commerce international. Et c'est le résultat de ces différentes étapes. Alors, quelles sont ces différentes étapes? En juillet 2005, la Chine accepte de progressivement commencer à réévaluer sa devise. C'est un gage, c'est un signe. Elle arrête en 2008 parce que la crise monétaire est là, et donc elle ne veut pas perdre sa compétitivité. Et en 2010, elle invente un système complètement nouveau, en créant une espèce de devise jumelle à Hong Kong, qui vit sa vie, mais pour un montant extrêmement limité, et qui est une espèce de test de ce que pourrait être une devise incluse dans le système, mais n'acceptant pas toutes ces règles, puisque le montant de devises convertibles géré à Hong Kong, qui s'appelle aussi le yuan, mais qui est le yuan extérieur, on peut dire, est contrôlé par la Banque centrale. En d'autres termes, la Chine est à la fois dans le jeu et en dehors du jeu. Aujourd'hui, elle n'a pas encore choisi de construire son propre système. Elle a certainement choisi de ne pas entrer dans le jeu international de convertibilité et d'échange généralisé sans exiger un certain nombre de contreparties. Alors on est en train de le voir, puisque à l'automne va se décider ce point important qui est l'entrée ou pas du yuan dans le panier de droits de tirage spéciaux. Or, aucune devise non convertible aujourd'hui n'est dans le panier des droits de tirage spéciaux. Donc ce serait une révolution qui accréditerait d'une certaine façon qu'une devise peut avoir droit de cité internationale sans être convertible. Ça n'est peut-être aussi qu'un jeu d'ombre. Il est possible que cette négociation soit juste destinée à se faire refuser peut-être l'entrée dans le système des droits de tirage spéciaux et à affirmer d'autant plus qu'il y a une zone désormais qui est probablement régionale, ce qui a été dit aussi à propos de la volonté des pays de sortir de leur propre territoire ne s'applique pas à la Chine. La Chine est surtout intéressée à défendre son propre environnement vital. Et peut-être, cette zone sera une zone yuan. Cette zone sera peut-être appelée à se développer, mais en tout cas, cette zone yuan ne sera jamais en compétition avec une autre devise à qui elle laissera probablement son rôle, son espace. Et donc, cette construction potentielle du monde en pseudo-G2 monétaire ne voudra pas dire un monde bipolaire où deux devises géreront le monde, mais peut-être où deux systèmes cohabiteront. Après, la question suivante, c'est est-ce que l'un des deux systèmes, c'est-à-dire le nouveau, prendra le pas sur l'ancien? Je ne suis pas sûr, et c'est pour ça que je vous ai dit en introduction que je n'avais pas la réponse à ces questions, je ne suis pas sûr que la Chine le souhaite, parce qu'elle voit aussi toute la fragilité qu'il y a à être le gestionnaire des affaires monétaires du monde. Dans la logique du yin et du yang, c'est-à-dire du fort et du faible en quelque sorte, il vaut parfois mieux être le yin, c'est-à-dire le faible qui monte, plutôt qu'être le yang, c'est-à-dire le fort qui décline. Je m'arrête ici, merci à vous.